La Bibliothèque nationale de France. À l'occasion de l'exposition Henri Cartier-Bresson, Le Grand Jeu, la BNF accueille une table ronde sur les liens entre le photographe et l'Espagne, en présence de l'écrivain Javier Cercas, co-commissaire de l'exposition. Bonsoir. Pour commencer, je vais peut-être brièvement rappeler les principes de l'exposition, pour ceux qui n'auraient pas vu l'exposition, et j'imagine qu'il y en a beaucoup vu qu'elle vient à peine d'ouvrir, et pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de nous suivre hier. Donc, l'exposition Le Grand Jeu d'Henri Cartier-Bresson repose sur un principe assez simple. Au lieu de s'organiser autour d'un seul commissaire d'exposition, c'est une exposition qui se subdivise en 5 expositions, chacune d'entre elles étant organisée par un commissaire et qui eux-mêmes défendent un point de vue. Donc nous avons le point de vue du collectionneur, celui que François Pinault a eu le plaisir de nous faire partager, le point de vue du conservateur, que Sylvie Aubenas, ici à ma droite, a eu la gentillesse de bien vouloir organiser, le point de vue du photographe, donc Annie Leibovitz, qui est venue hier nous parler de sa section, Wim Wenders, le point de vue du réalisateur, et puis ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir l'écrivain Javier Cercas, qui a donc défendu le point de vue de l'écrivain. Et c'est assez intéressant pour nous, et je vais simplement peut-être remettre un peu en contexte la raison pour laquelle nous avons choisi Javier. En réalité, dans l'organisation de cette exposition, on avait donc assez facilement choisi les 4 commissaires, et il ne manquait plus que le commissaire écrivain. Et puis, en regardant plus attentivement la sélection d'Henri Cartier-Bresson, qui s'organise autour de pays, qui sont tous les pays dans lesquels il a voyagé et dans lesquels il a fait des photographies, il y a dans les dernières boîtes, la façon dont il a organisé son archive, cette Master Collection, il y a des boîtes qui sont dédiées à des portraits d'écrivains. Et on connaît l'importance de la littérature aux yeux d'Henri Cartier-Bresson. C'était vraiment quelque chose qui très jeune, l'a beaucoup intéressé, plus qu'à l'école. On sait qu'il a très tôt lu Stendhal, Flaubert, et qu'il était lui-même, dans ses jeunes années, lorsqu'il fréquentait les surréalistes, il les fréquentait beaucoup. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième, c'était que dans l'œuvre de Cartier-Bresson, l'Espagne et le Mexique, le monde hispanique en général, revêt d'une grande importance. Et finalement, un peu comme une épiphanie, d'un coup, on a eu l'idée de demander à Javier de bien vouloir se frotter à l'exercice, et ce qu'il a accepté très très gentiment. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il est le dernier des commissaires à avoir été contacté pour faire sa sélection, pour organiser son exposition, mais il est le premier à avoir rendu ses devoirs. Lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, tu étais super excité, dit mais oui, c'est les 4 semaines que j'ai, on le fait, mais si on le fait tout de suite. Alors on est parti à Barcelone avec un jeu de 385 photos, et puis là on s'est lancé vraiment à la découverte de ces images, et c'était en tout cas pour moi un très beau moment, parce que j'étais face à quelqu'un qui vraiment de façon très sympathique et avec beaucoup de force, beaucoup de vigueur, s'est vraiment lancé dans ce processus de découvrir ces images avec un appétit féroce. Et je me rappelle, c'était le soir vers 18h, tu m'as proposé un thé, et puis après ce thé, on a vraiment duré, on a regardé ces photos pendant pas mal de temps, et tout de suite, il y a eu énormément d'idées qui sont sorties. Il y a eu vraiment cet appétit qui était vraiment, en tout cas, fascinant à regarder. Et en tout cas, j'en garde un très, très bon souvenir. Voilà. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je ne vais pas monopoliser la parole pendant très longtemps. Je voulais simplement retracer un petit peu, pas retracer, mais plutôt reprendre
le début de ton essai, puisque tu as la gentillesse de bien vouloir nous écrire quelque chose, et tu commences ton essai avec cette phrase que tu tires de Flaubert, qu'il a écrite en 1845. Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. Et puis, quand on en a discuté ensemble, tu m'as dit, oui, mais avec Henri Cartier-Bresson, c'est tout le contraire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu veux dire par là? Si vous me permettez, je voudrais raconter, pour commencer, une petite histoire. La première fois que Roman Jakobson, le grand linguiste russe, a visité Harvard, il a été reçu par l'université de Harvard. Il a été reçu par le président de l'université qui lui a dit « Monsieur Jakobson, on m'a dit que vous parlez 14 langues. » Et Jakobson a dit « Oui. » Il a répondu « Oui, c'est vrai, mais je les parle toutes en russe. » Alors, je parle français, mais je le parle en espagnol. En fait, c'est une témérité de parler français aujourd'hui. Et ça a été une témérité accepter être le commissaire de cette exposition. Et la vérité, c'est que quand vous m'avez écrit en me proposant ça, j'ai dit non. Ma première réaction était non, pour deux raisons très évidentes. La première, parce que je ne sais rien de la photographie. Bon, je ne suis un spécialiste, je ne connais pas très bien, je ne suis pas même un cinéaste, tout ça. Et après, bon, Cartier-Bresson, pour moi, était un grand nom et tout ça. Et bien sûr, j'avais vu des photographes comme tout le monde a vu des photographes de Cartier-Bresson, même s'ils ne le savent pas, qu'ils ne savent pas qu'ils les ont vus. Alors j'ai décidé non. Mais immédiatement, la phrase de Flaubert m'est revenue, et je pensais à la phrase de Flaubert, et j'ai dit, mais s'il suffit de regarder longtemps une chose pour qu'elle soit intéressante, évidemment, si tu regardes longtemps une chose qui par elle-même est intéressante, comme les photos de Cartier-Bresson, immédiatement, ça sera un exercice intéressant pour moi-même. Je pensais à ça du point de vue complètement égoïste. Et en fait, c'est pour ça que j'ai accepté, d'une façon complètement téméraire. C'est exactement la parole, une témérité. Et bien, bon, finalement, j'avais raison. C'est-à-dire, l'intuition était bonne. Pour moi, c'était une énorme surprise, un éblouissement, vraiment. Découvrir dans Cartier-Bresson, dans cet homme que pour moi était un homme très important, mais pas une chose personnelle, de trouver en lui des choses très personnelles. Ça, c'est pour moi très important. C'est-à-dire, bon, en fait, c'est comme les livres, non? Comme les romans. De te fabula narratur, dit Horace, le poète latin. Non? L'histoire parle de toi. Quand une œuvre, c'est important, c'est parce que parle de toi, de toi-même. Non? Et c'est ça que j'ai trouvé dans Cartier-Bresson. J'ai trouvé des sujets qui étaient importants pour moi. Tu as parlé, par exemple, de la guerre civile et de l'Espagne. Oui, bien sûr, c'est important pour moi, mais au-delà de ça, il y a des choses du point de vue technique, du point de vue de la vision des êtres humains qui j'ai trouvé très proches à moi-même et qui m'ont fasciné et que j'admire énormément. On peut parler de ça, si vous voulez. Par ça, pardon. Oui, on peut absolument. Oui, il y a pas de, on n'a pas de limite. On va dans. Ouais, non, je ne veux pas monopoliser la parole, mais. Non, mais bien au contraire. Mais oui, ça a été une surprise totale. C'est-à-dire, bon, il y a une chose que c'est pour moi admirable, c'est l'humilité de cet homme. C'est-à-dire le respect absolu avec lequel il regarde les êtres humains, la réalité. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est pour moi le signe, la marque du génie. Non? Même quand les êtres humains font des choses terribles, non? La violence, que c'est un des sujets que j'ai voulu montrer. Je vais dire une chose très importante. J'étais complètement égoïste et complètement innocent. Vous avez parlé d'un appétit. Et c'est vrai, c'est la vérité, parce que mon ignorance a été mon avantage. C'est-à-dire, je n'avais jamais, pas seulement regardé les photos de Cartier-Bresson avec cette attention, mais une photographe en général. Et alors, ma façon de travailler était complètement innocente. C'est-à-dire, je ne voulais pas lire
sur Cartier-Bresson. Après coup, je l'ai fait, mais je ne voulais pas même savoir, connaître les contextes biographiques ou historiques de ces photographies. Évidemment, c'est très important. Mais j'ai voulu être... j'ai voulu que cette photographe me frappe d'une certaine façon. Alors j'ai choisi, j'étais pendant je ne sais pas combien de temps, d'une façon complètement innocente, en train de regarder ces photos. Et j'ai choisi seulement pour le plaisir esthétique. C'est d'ailleurs, je pense, c'est tout l'intérêt même de cette proposition. Elle était plus qu'innocente, elle était aussi fulgurante. C'était presque une vision presque automatique, au sens surréaliste du terme, un peu comme Henri Cartier-Bresson au début lorsqu'il prenait ces images. Et je trouvais et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette sélection, elle fait fi de tout thème, de toute géographie, tout est mélangé, tout est pris pour le plaisir avec une sorte d'organisation qui est totalement imaginaire. D'ailleurs, on peut en parler un petit peu de cette organisation parce que c'est un accrochage en ligne. C'est une ligne et qui commence en fait, qui est sectionnée par. En fait, il y a 4 sections et chacune de ces sections est en fait organisée autour d'un portrait. Un portrait d'écrivain. Donc les 4 portraits d'écrivains sont Ezra Pound, Albert Camus pour le 2e chapitre, William Faulkner et on termine par Samuel Beckett. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on en a discuté, vous m'avez dit que en réalité, chacun de ces portraits ouvrait un chapitre. Et qu'on pouvait identifier les chapitres justement avec les photos et que ces images-là, finalement, étaient comme des mots qui constituaient une sorte de roman imaginaire. Et c'est ça qui a été vraiment fascinant. Et on commence, en fait, quand on a très vite, on a pris ce jeu de cartes, on l'a mis par terre, on s'est revu, tout ça s'est fait très très rapidement. En 4 semaines, l'affaire était réglée. Et puis tout de suite, on a parlé du côté totalement onirique, on a parlé du hors-champ, on a parlé du paradis, de l'enfer, et d'une certaine façon, l'organisation de cette ligne, de cette scénographie, elle s'organise autour d'un commencement qui est le paradis, donc par Ezra Pound, et une fin qui se termine par le portrait de Beckett. Mais quelque part, et quand on a revu l'exposition tout à l'heure ensemble, je me suis fait la remarque que finalement, Samuel Beckett invitait, le processus est inversé à la fin, et Samuel Beckett invite le visiteur à refaire l'exposition dans l'autre sens. Donc il y a cette grande liberté, et tout de suite je me suis dit, en fait c'est comme si on avait le pouvoir de pouvoir lire un livre dans les 2 sens. Et ça a été vraiment absolument magnifique. Donc j'aimerais bien savoir comment vous est venue cette idée, ou qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cette scénographie autour de ces écrivains? En fait, l'idée de la structure de l'exposition est venue après coup. C'est-à-dire, l'essence, le principal était pour moi choisir les photos qui pour moi étaient plus saisissantes, plus importantes, qui me disaient quelque chose que je ne savais souvent qu'est-ce qu'elles me disaient. Ça, c'est très important. Mais qui étaient attirantes par eux-mêmes. Alors, après coup, quand j'ai choisi, qui a été très difficile, énormément difficile, choisir, parce que, évidemment, toutes les photos sont extraordinaires. C'est après coup que j'ai voulu donner à ces photos que j'avais choisies. J'ai vu qu'il y avait un sens, et qu'il y avait des thèmes, des sujets qui se répétaient, non? Et à partir de ça, je pouvais donner une organisation que je voulais, qui était, je reviens à mon égoïsme, un peu comme un roman pour moi. C'est-à-dire, mes romans fonctionnent à travers de répétitions et variations. Et ça, c'est l'idée essentielle. Et la structure serait organisée à travers de 4 écrivains, comme vous disiez, mais 4 écrivains importants pour moi, pour le portrait lui-même, mais pour moi aussi. Et en fait, chaque écrivain, en bas de chaque portrait des écrivains, ils sont Pound, Faulkner, Camus et Beckett, il y a des phrases que j'ai utilisées dans quelques de mes romans. Par exemple, la première,
que c'est le paradis, c'est le commencement, non? C'est Do not move, let the wind. Ce sont des vers de Pound qui dit Do not move, let the wind speak, that is paradise. Ne vous mouvez pas. Non, comment on traduit ça? Ne vous mouvez pas, ne bougez pas. C'est le paradis. Voilà. Vous pouvez le traduire en parler le vent, c'est le paradis. Laissez parler le vent, c'est paradis. Alors, bon, il y avait ça, non? Et ça commence avec une chose, on a parlé aujourd'hui avec Sylvie de ce fait que dans certaines photos de Cartier-Bresson, il y a cette idée de le bonheur, non? Cette image du bonheur. Non, ce sont des instants de bonheur, de absolu, non, du paradis, non, vraiment. Tout à fait. Et ça, c'était, alors, j'ai trouvé de sujets qui étaient très importants, par exemple. Mais alors, je commence à parler beaucoup parce que. Mais ça nous convient bien. On ne s'en lasse pas. Ok. Non, par exemple, j'ai trouvé une chose extraordinaire. C'est le fait que dans Cartier-Bresson, il y a une opération esthétique presque philosophique extraordinaire. C'est le fait qu'on trouve dans ces photos une réalité, que c'est réel, bien sûr, parce que ce sont des documents, non? Parce que même cette photo a été publiée dans des journaux comme non, illustration d'une réalité historique, non, journalistique, mais en même temps, cette photo a une qualité d'un rêve, je dirais d'un cauchemar. Aujourd'hui, on riait beaucoup avec Sylvie, parce qu'il y a des images qu'on dit, mais ça c'est impossible. Ça c'est pas la réalité. Ce sont des images de cauchemar. Ce sont des images. Bien sûr, il y a ici je ne savais pas, mais l'éducation, disons, dans le surréalisme de Cartier-Bresson. Oui. Ça c'est évident, non? Dans beaucoup d'éléments, c'est-à-dire c'est pas seulement dans cette vision onirique, c'est-à-dire la réalité prend cet sens inattendu, ce sens de cauchemar, non? Pour moi, ça c'est fascinant. Il y a d'autres choses qui viennent, selon moi, je crois que c'est évident, du surréalisme. Et on ne parle pas, on a parlé aujourd'hui avec Sylvie aussi, c'est l'humeur, c'est le rire. Pour moi, c'est essentiel dans Cartier-Bresson. Ce qu'on a dit, c'est que souvent les historiens de l'art ou de la photographie négligent le fait qu'un artiste, même un très grand artiste comme Cartier-Bresson, peut souhaiter faire rire et mettre de l'humour dans ses œuvres. Parce que la dimension humoristique des œuvres d'art, qui est réelle depuis toujours, échappe souvent aux commentaires. Or, chez Cartier-Bresson, je pense qu'il y a un humour qui peut être franchement, comme on dit en français, potache, c'est-à-dire un humour presque d'étudiant, de blague d'étudiant, et jusqu'à aller aussi à un humour un peu plus pince sans rire, c'est-à-dire un peu plus anglo-saxon, disons. Ouais. Mais il a toute la gamme de l'humour, qu'on trouve même dans des images dramatiques, et ça, c'est comme on s'est dit ce matin, c'est important, c'est un ressort important de compréhension de son œuvre. Je suis complètement d'accord. Et ça, c'est très, très significatif, le fait qu'on pense aujourd'hui encore que l'humour n'est pas sérieuse. Pour moi, il n'y a pas une chose plus sérieuse que l'humour. Eh bien, comment on peut dire qu'on s'occupe principalement, comme il a dit, moi je m'occupe avant tout de l'homme, de l'être humain, parce que je vais au plus pressé, les paysages et les natures mortes, ils peuvent attendre. Alors que les hommes, ils ont un destin avec une finitude, donc je dois m'en occuper, c'est ma priorité. Et comment s'occuper des êtres humains, de leurs relations, de leurs conditions, quelquefois le paradis, mais quelquefois l'enfer, si on ne inclut pas la dimension humoristique, qui est quand même un des ressorts les plus importants de la condition humaine avec d'autres. Absolument. Et une forme de connaissance aussi. Parce qu'il y a, aujourd'hui on a parlé aussi de ça, et peut-être il faudrait souligner ça dans le cas de Cartier-Bresson, non? On va refaire une exposition avec... Non, mais il faut le souligner parce que il ne rit pas de. Non, il rit, voilà. Il rit avec. Oui, c'est jamais aux dépens des autres. Non. Exactement. Ça, c'est formidable. Même si, par exemple, il y a des images, une photo que pour moi c'est extraordinaire,
dans, je ne sais pas si on peut dire anticléricalisme, mais oui, non, il y a une vision très... Et c'est humoristique, mais en même temps, il y a un énorme respect pour cette groupe de nonnes, tu te souviens? Oui, très bien. Qui attend dans une rue déserte. Dans une rue déserte face à une chapelle. Oui, Ouais. oui. Mais il y a de l'humour, mais il y a du respect. Oui, et une certaine tendresse, je dirais même. Absolument, absolument. Non? Et ça, c'est pour moi extraordinaire. Cette capacité de trouver l'humour et le rêve dans le réel. Non, à la fin, c'est ça. Mais il y a une autre chose qui m'a... Bon, il y a énormément de choses qui m'ont frappé, mais il y a une chose que c'est extraordinaire pour moi. Et que en même temps, je le lis d'un point de vue très égoïste. C'est le fait que il y a beaucoup d'images dans Cartier-Bresson, dans l'exposition de Wenders, dans la sélection de Wenders, ça a été souligné aussi, où le centre de la photo n'est pas dans l'image. Oui, ça je m'en rappelle parce que c'est vraiment une des choses qui vous a frappé immédiatement. C'est-à-dire qu'on a tout de suite parlé du hors-champ. C'est-à-dire que l'intérêt de la photo, c'est pas la photo en elle-même, mais ce qui se passe en dehors. En dehors. Et donc ce jeu, ça vous a beaucoup séduit quand même. Absolument, parce que c'est pas une fois. C'est une chose qui se passe dans beaucoup de photos. Et ça, c'est formidable parce que ça veut dire une chose très importante, que il donne la responsabilité du sens final de la photo au spectateur. C'est-à-dire il y a une ambiguïté essentielle dans beaucoup de photos, je dirais. C'est-à-dire, par exemple, la plus fameuse de toutes les photos qui est dans l'entrée de cette photo où il y a deux hommes qui regardent à travers, c'est un des plus fameuses. Bruxelles, 1932, je crois. Oui, derrière un tissu tendu, une sorte de palier, voilà, une bâche, voilà. Ok, vache. Okay. Il y a deux hommes, un homme qui regarde, c'est très connu, non, à travers de cette toile, cette sorte de toile. Et il y a une autre avec un moustache qui ne regarde pas là, mais qui surveille, parce que c'est une photo absolument géniale, et c'est un exemple parfait de ce que je veux dire. Parce que, qu'est-ce qu'il y a... Évidemment, le centre de cette photo, on ne sait pas... Qu'est-ce que c'est le centre? C'est-à-dire le centre hors champ. J'appelle ça le point aveugle. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le point aveugle, où j'ai dit le roman que j'aime, mes romans, mais les romans que j'aime, je crois que c'est très essentiel du roman comme genre, le fait que cette ambiguïté centrale. C'est-à-dire... Oui. Et il est magnifique et il n'est pas traduit en français. Ce sont des essais critiques. Non, il est traduit. Il est traduit, ça y est. Oui, Le point aveugle, ma maison d'édition. Sous ce titre-là. Oui, On va l'acheter tout de D'accord. suite. Mais ce point aveugle, ce hors-champ, quand on est écrivain, en fait, c'est comme un passage royal vers l'imaginaire. C'est-à-dire que ce qui est important, et c'est ça qui est génial dans ces photos, c'est que en dehors du fait de montrer une chose un environnement qui évidemment est intéressant par le sujet lui-même, ce qu'il invite à voir en dehors de l'image, ça c'est un point d'ouverture monstrueux. C'est-à-dire que quand on est un écrivain, et ça on rejoint beaucoup, et ça aussi c'est l'une des raisons qui m'ont aussi motivé à vous demander à faire cette sélection, parce que pour vous il y a toujours ce lien, et Zoriada, tu pourras en parler peut-être plus que moi, mais il y a toujours ce passage où on passe de la réalité à l'histoire, enfin de l'histoire à l'histoire personnelle, de la fiction à l'histoire, et donc il y a toujours ce passage incessant entre ces deux mondes où on s'approprie l'histoire, et ça, quelque part, les photos d'Henri Cartier-Bresson, elles sont assez... elles vont bien, je trouve, avec l'imaginaire que vous exploitez dans vos romans. Et d'ailleurs, l'autre raison qui m'a aussi tout de suite intrigué, parce que le premier livre que j'ai lu de vous, c'est Le Monarque des Ombres, et tout de suite, le livre commence par un portrait.
portrait, une photographie, c'est celui de votre grand-oncle. Et c'est intéressant parce que la force de l'image et son statut, c'est regarder une photo sans savoir ce dont on parle, elle peut ne pas forcément inspirer grand-chose. On la regarde sans la voir vraiment. Mais dès l'instant que on apprend sur le personnage ou sur la chose représentée dans l'image, alors là, le sens change complètement et le statut de l'image prend une force phénoménale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous a totalement marqué dans cette sélection. Oui, il y a beaucoup de choses ici. Hein. Parce que c'est vrai, j'ai utilisé dans mes romans les photos, Oui. pas seulement dans ces romans. C'est vrai, et pas comme illustration du roman, mais en elle-même, non, dans la photo même. Mais je veux insister au fait de la responsabilité que Cartier-Bresson donne au spectateur. Parce que si on revient à cette photo qu'on a parlé de Bruxelles, tout ça, de ces deux hommes, il y a une énigme essentielle. Oui. Qu'est-ce que ces deux hommes regardent? Et en fait, justement, dans un article que vous aviez écrit avant votre grand succès, Les soldats de Salamine, qui était un secret essentiel, vous parliez de quelque chose finalement d'assez proche. C'était dans El País. Vous écriviez déjà dans El País. C'était en 99, le moment où l'on commémorait les 60 ans de la retirada, donc de la défaite des républicains espagnols. Et à ce moment-là, vous aviez écrit un article qui revenait sur cet événement qui a inspiré les soldats de Salamine, hein, c'est-à-dire le moment où l'idéologue Sánchez Mazas se trouve face à un républicain qui aurait pu le dénoncer, et ce républicain ne le fait pas. Alors que Sánchez Mazas a échappé à une fusillade, il aurait dû être fusillé. Et vous revenez aussi sur la rencontre des frères Machado. Oui. Donc le frère qui avait accompagné Antonio Machado dans son exil, celui qui était resté dans la zone nationale, il se retrouve quelques jours après la mort de Machado, et vous vous demandez dans cet article que se sont-ils dit, quel secret essentiel se joue là. Et ça rappelle un petit peu cette photo justement, Complètement. parce que on est face à quelque chose, un moment d'une intimité surprise par la photographie, et à laquelle finalement vous consacrez aussi ce roman Soldats de Salamine. Donc est-ce qu'il n'y a pas chez vous aussi cette passion du regard qui existe chez Cartier-Bresson, bien sûr, et que signale aussi dans le texte qui accompagne ce catalogue Wim Wenders? Oui, c'est vrai. Parce qu'il s'arrête aussi sur cette photographie. C'est le secret. C'est-à-dire, dans cette photo, vous avez complètement raison, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Dans cette photo de Cartier-Bresson, pas seulement dans cette photo, mais on parle de cette photo parce que tout le monde connaît cette photo. Il y a un secret. Qu'est-ce que ces deux hommes regardent? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette toile? On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le sport, par exemple? C'est une parade militaire? Ou est-ce qu'il y a une chose... il y a du sexe au-delà? Et c'est pour ça que l'autre homme surveille? On ne sait pas. C'est le spectateur qui décide. Et tous les mystères et tous les signifiés de cette photo, c'est le lecteur qui les pose. Écoute, il y a je crois que je cite aussi cette phrase de Borges dans le texte qui dit: le fait esthétique, c'est une imminence de révélation qui ne se produit pas. Une imminence de révélation qui ne se produit pas. Ça, c'est le fait esthétique. C'est-à-dire, le fait esthétique n'est jamais explicite, ne dit jamais qu'est-ce qu'il y a, non? Ne dit jamais le signifié final d'une chose, non? Dans Les soldats de Salamine, écoute, pardonnez-moi, tu as cité Les soldats de Salamine, on ne sait pourquoi le soldat a sauvé la vie de Sánchez Mazas. On n'a pas une explication. Dans, je ne sais pas, dans les procès de Kafka, on ne sait pas pourquoi Joseph K. a été, non, on veut, bon, pourquoi, de qu'est-ce qu'on l'accuse? On ne sait rien.
Pourquoi on les tue à la fin? On ne sait rien. Les centres, c'est un point d'aveugle. J'appelle ça un point d'aveugle. Et ça, pour moi, c'est l'art. Et est-ce que ce n'est pas ce qui fait de vous un écrivain qui ne sera jamais un écrivain à thèse? Ah oui, parce que là... Vous n'êtes pas un écrivain à thèse. J'espère. Un écrivain... J'espère. C'est-à-dire, je crois, contrairement à ce que j'y croyais quand j'étais jeune et voulais être un écrivain nord-américain postmoderne ou quelque chose comme ça, je crois aujourd'hui que j'en suis sûr, la littérature, l'art en général, c'est énormément utile. Mais s'il ne veut pas être utile, s'il veut être utile, il devient propagande ou pédagogie, et alors arrête d'être utile. Ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ça. Pour revenir on n'a pas parti de Cartier-Bresson. Pour revenir à Cartier-Bresson, que cette ignorance, le fait que nous ne savons pas, c'est notre forme d'ignorance, de sagesse. Le fait, c'est-à-dire, dans Cartier-Bresson, il y a une opération que j'ai tentée aussi, modestement, humainement, à mon niveau, que c'est de transformer la réalité en art. C'est-à-dire, pour moi, ce que Cartier-Bresson veut, c'est une chose théoriquement impossible. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le photojournalisme, c'est théoriquement impossible. En théorie, c'est impossible, parce qu'il y a la vérité historique, la vérité concrète, et la vérité journalistique, que c'est une vérité, c'est-à-dire, cette photo de Cartier-Bresson voulait documenter un moment concret dans la guerre civile espagnole, qu'est-ce qui s'est passé, un moment concret, dans des personnes concrètes, etc. Ça, c'est la vérité journalistique, la vérité de l'histoire. Mais il y a aussi la vérité de l'art, que c'est différente, de la littérature, de la photographie, de l'art en général, que c'est une vérité différente, c'est une vérité abstraite, c'est une vérité morale, c'est une vérité universelle, c'est-à-dire parle de ce qui se passe à tout le monde, dans tous les pays, en toutes les circonstances. Non? Aristote pensait que cette dernière vérité, il l'appelait vraisemblance, était supérieure à la première. Et alors, faire compatible ces deux vérités, c'est en théorie impossible, non? Parce que pour arriver à la vérité artistique, à la vérité universelle, on doit manipuler la réalité. On doit changer. On fait la fiction. Non? Et la fiction, c'est une forme de manipulation de la réalité. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a une manipulation, parce que justement, il y a 3 films que Cartier-Bresson a réalisés, qui sont des films documentaires sur la guerre d'Espagne. Et dans le dispositif, c'est comme si vous aviez voulu les remettre au niveau des photographies. Donc c'est comme s'il y a une espèce de tour de force où, pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, en réalité, ce sont 3 films qui sont accrochés exactement, encadrés comme si c'était des photos, qui sont montrés au format des photos et qui sont intégrés totalement dans le dispositif des photos. Donc d'un coup, en fait, c'est presque comme un trompe-l'œil, où finalement cette réalité, parce que là, ce sont des films vraiment de propagande. Enfin, encore, c'est une réalité peut-être qui est déformée, puisqu'elle défend un point de vue, puisqu'il défend les républicains. Ça va dans ce sens. Et donc quelque part, on rejoint exactement ce que tu viens de dire, mais d'un point de vue presque formel, c'est-à-dire que dans la monstration, il y a comme cette volonté de vouloir se jouer de cette réalité, de ce film qui montre quelque chose. Et il y a cette mise au format. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super comme idée. Si je peux me permettre, c'est vrai que ce sont des films qui défendent la cause républicaine, tout à fait, mais ils le font d'une manière très particulière et très différente de celle d'autres films. Tout d'abord, il y a une réaffirmation constante dès les titres, qui sont l'Espagne vivra et Victoire de la vie. Victoire de la vie est en 37, l'Espagne vivra en 38-39, donc on sait très bien que c'est la débâcle, on sait très bien que la République est en train de perdre les dernières positions, les républicains sont isolés, coupés, et donc il n'est pas possible que la République gagne la guerre. Et pourtant, il y a cette réaffirmation de la vie, cet éloge de la vie, et ce ne sont pas des films
désespérés. Ce sont des films qui essaient de remporter l'adhésion des Français pour que les Français aident notamment le Secours populaire français pour faire venir en Espagne de la nourriture, des vêtements, des choses qui peuvent aider ou soulager notamment les enfants des républicains espagnols. Mais ce n'est pas tout à fait ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas quelque chose qui serait de la propagande au sens où ça nierait certaines réalités ou pour mettre l'accent sur les grandes qualités des républicains. Il n'y a pas cela. Et il y a même dans ces films des moments qui sont un petit peu comme ceux que vous décriviez tout à l'heure, Sylvie, puisque vous parliez de ces sortes de sourires fulgurants par moments, un instant de bonheur volé à la guerre. Et on voit cela aussi dans ces films. C'est très détonnant. Et émouvant. Oui, Émouvant. très, très émouvant. Et comment t'es venue justement cette idée? Pourquoi d'un coup tu as voulu justement mettre un peu au format ces films? C'est vrai qu'ils sont d'une grande beauté, hein. D'ailleurs, il utilise beaucoup d'images qui ne sont pas forcément les siennes. Il y a, et j'entendais plutôt propagande, c'est qu'il était plutôt à la cause de, plus que propagande, c'est vrai. Tout à fait, Voilà. C'est la cause républicaine. Mais pourquoi avoir voulu montrer ces films dans ce format qui était celui des photos? Pour la même raison qu'on vient d'évoquer? Non, en fait, c'est très simple. Pour moi, c'était une surprise découvrir les films. Ça, pour commencer, c'est très simple. Je crois qu'ils sont excellents. Et il y a deux raisons, peut-être trois raisons pour les inclure. Bon, la première raison, c'est le fait que je n'étais pas conscient, et je ne sais pas si tout le monde est conscient, d'un fait que vous connaissez très bien, les spécialistes et tout ça, mais pas les gens... comme moi même, que je ne connaissais pas la biographie et l'histoire de Cartier-Bresson, c'est l'importance du cinéma pour lui. Non c'est très important. Une importance telle qu'il a longtemps hésité entre... il voulait d'abord devenir peintre, et puis après, il a essayé la photographie, puis le cinéma. Et je pense que ce n'est qu'en 1947, quand il a fondé l'agence Magnum avec Robert Capa, et d'autres, qu'il a définitivement renoncé à devenir cinéaste. Mais ça a été longtemps pour lui une possibilité de moyen d'exprimer ses dons artistiques. Donc c'est plus que aimer, c'est penser pouvoir le faire comme un métier. Et il a pensé à... il a travaillé avec Jean Renoir, voilà. Mais aussi Renoir, pour lui, était très important. C'est-à-dire, c'était son maître, en un certain sens, non? Tout à fait. Et il y a beaucoup de ces photographies qui sont comme des arrêts sur image de films de Renoir. Parce qu'il y a l'influence du surréalisme, mais il y a aussi l'influence de ce cinéma de Renoir. Il y a beaucoup d'images des années 30 qui évoquent les films de Renoir. Enfin, le déjeuner, une partie de campagne, pardon. Voilà, où il apparaît en figurant. Il est déguisé en séminariste, d'ailleurs. C'est très drôle. Dans l'exposition du Centre Pompidou, on passait les extraits du film de Renoir où Cartier-Bresson, en plus d'être assistant, était aussi avec Sylvia Bataille figurant dans le film, où il apparaît comme un jeune curé qui passe sur l'écran. On voit qu'il s'est beaucoup amusé. Mais voilà, c'est aussi une des sources d'inspiration de sa photographie, ce cinéma-là. Oui, et ça c'est intéressant. Vous avez une opinion pourquoi? Pour moi, c'est une question intéressante. Pourquoi il n'a pas voulu faire du cinéma, non? Il y a une discussion sur ça, parce que c'est évident qu'il n'était pas intéressé, parce que c'était une passion pour lui. Mon hypothèse, parce que que j'ai formulée, c'est que la chose la plus importante pour Cartier-Bresson toute sa vie, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'il est né dans un contexte qui était un contexte de bourgeoisie fortunée, qui avait une sorte de facilité au départ dans la vie, mais avec beaucoup de contraintes. C'est-à-dire
une usine familiale de fil à coudre et donc à gérer, une tradition catholique, et donc sa vie était un peu toute tracée, c'est-à-dire être un père de famille catholique qui dirige une usine et qui prend la suite de son père. Voilà. Et donc, il a passé toute sa vie à échapper, ça Pierre Assouline le raconte très bien dans sa biographie, à fuir tout ce qu'on voulait lui imposer. Et pour être complètement libre, et cette liberté, il l'a trouvée... d'abord dans la découverte de la peinture, du surréalisme, la photographie, ses premiers voyages au Mexique dans les années 30, en Afrique. Il a passé plusieurs années en Afrique. Après il a fondé l'agence Magnum, qui est une agence autogérée. Et donc, le fait d'être photo-reporter, ça lui permettait de voyager dans le monde entier tout le temps avec juste son Leica, et d'être très libre. Le cinéma, c'est une forme d'art. Ce qu'on disait que aussi être écrivain, c'est une liberté parce que vous avez juste besoin d'un papier, d'un crayon et c'est tout. Il n'y a pas alors que le cinéma, vous dépendez d'investissements financiers, de studios, de producteurs, on vous impose des acteurs, on vous impose ça. Regardez le chemin de croix qu'a vécu Orson Welles pour faire les films qu'il a voulu, comme on a déformé son œuvre. Donc là, il a dû se dire, mais non, c'est trop compliqué, c'est trop d'autorisation à demander, de budget à défendre. Avec mon Leica, je suis libre comme l'air. Donc ça lui convenait mieux, je pense. Est-ce que, en plus de cette liberté extraordinaire que lui donnait la caméra, est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité de faire des portraits des gens à leur insu? Et parce qu'on a toutes ces photographies qui, peut-être maintenant, il ne serait plus possible de faire, parce que immédiatement, quelqu'un dirait non, j'ai un droit à l'image, vous ne pouvez pas prendre cette photographie de moi. Et là, on a des images qui sont extraordinaires d'authenticité. Et peut-être que la Leica lui permettait quelque chose qu'un appareillage plus important n'aurait pas permis. Dans un film, vous ne pouvez pas prendre des photos des gens à leur insu. C'est ça. Vous recréez artificiellement une réalité, mais que vous recréez totalement. Alors que là, ce qu'il dit, à part quelques images, on en a parlé aussi tout à l'heure, il dit, moi j'ai une cape d'invisibilité. C'est-à-dire que je suis avec mon... il existe des films où on le voit photographier. Alors sa première femme était une danseuse balinaise et il se déplace dans les rues comme un danseur avec une habileté, une souplesse. Il est incroyable. C'est-à-dire qu'on le voit comme un danseur, mais personne ne le voit. Et il photographie les gens, mais il ne trouble pas l'ordre des choses. Il prélève juste des moments, de bonheur, de malheur, mais rien ne change à cause de lui. C'est pas du tout un paparazzi qui vient vous troubler dans votre vie. Non, pas du tout. Donc ça c'est important, je pense aussi. C'est la liberté et la légèreté, l'empathie, mais les gens qui ont été photographiés par lui, peut-être, ne l'ont jamais su. Et c'est aussi ça qui est beau, sauf les portraits en face à face d'écrivains ou d'artistes. En fait, il y a peu de photos où les gens qui sont photographiés regardent. Très peu. Très peu. Très peu. Il y a une fois, j'ai vu aujourd'hui, j'ai pensé à ça et aujourd'hui il y a une qui a pris en Asie, je ne sais pas où il y a beaucoup de gens qui les regardent. C'est en Chine. C'est je ne sais plus quel est. C'était ces gens qui font la queue pour récupérer de l'argent dans une banque. Oui. Voilà. Ah, ils font la queue pour récupérer de l'argent. Oui, c'est pendant les derniers jours du... je connais. Oui, voilà. C'est ça. Je ne veux m'aventure pas. Dans les années 50, oui. Combien, ouais. C'est ça. Enfin, là, c'est du vrai reportage. Oui. Et en fait,
tous ces Chinois qui sont pris dans un engrenage de panique. Ils le regardent tous. Oui, oui. Enfin, ils nous regardent Oui, tous. ils nous regardent. Et c'est vrai que quand ça a dû paraître dans Life ou je ne sais pas, ça a dû accrocher le lecteur de façon terrible. Mais c'est ça qui est beau aussi dans cette photo, c'est qu'on est tous comme si on était tous face à ce drame. Est-ce qu'il y avait chez lui aussi, est-ce que ça a pu influencer c'est-à-dire le fait qu'il n'a pas fait cinéma, est-ce qu'il y avait chez lui un refus de la fiction? C'est-à-dire, la photographie, finalement, non, c'est la réalité est prise comme ça. C'est-à-dire, sans manipulation, sans construction. On peut revenir à ça, je voudrais revenir à la construction. Mais évidemment, le cinéma, au moins le cinéma industriel, tout ça, ça veut dire fiction, ça veut dire des essais, ça veut dire... Non, il y a chez lui ça. Mais il aimait beaucoup la littérature aussi. Il dit à un moment, mon Dieu, mais si j'avais pu être Stendhal et promener mon miroir le long du chemin, eh bien jamais je n'aurais fait de photos. Parce qu'il a toujours, alors qu'on dit c'est le plus grand photographe du XXe siècle, c'est l'œil du siècle, c'est un trésor national vivant, il a l'immense, modestie ou coquetterie de dire mais la photographie c'est rien, les choses sérieuses c'est la littérature et la peinture. Moi je fais de la photographie parce que je ne suis pas capable d'être un grand écrivain, je ne suis pas capable d'être un grand peintre. Donc la fiction, il l'admire profondément, mais il dit c'est trop difficile. Pour moi, je fais ce que je suis capable de faire, mais moi, ce que j'aime, c'est pas les autres photographes, c'est Marcel Proust et puis Matisse. Voilà. Donc je pense pas qu'il n'aime pas la fiction, mais il dit c'est trop fort pour moi. Pourtant, c'est vraiment une photographie qui suscite une réflexion sur... ça réveille l'imaginaire. Il y aurait de quoi faire une fiction à partir de ces photographies. C'est vrai qu'il c'est ambigu parce que il y a une forme de narration. Quand il fait un reportage, quelque part, bon, il assemble des images, il en fait parfois le choix, parfois non. Et finalement, mais il ne veut pas forcément pointer du doigt, il ne veut pas forcément les lier en ayant forcément une histoire derrière. Et c'est ça qui est assez beau. Et d'ailleurs, dans son processus de sélection, quand il a fait la Master Collection, les 385 images, il ne donne pas vraiment d'indication en disant, voilà, moi j'ai commencé par ça, et puis ça, et puis ça. Pas du tout, il reste égal à lui-même, c'est-à-dire très silencieux, aucune information sur son processus de sélection, et il organise ça par pays, parce qu'il faut évidemment organiser ça comme une archive. Mais sinon, il n'y a pas vraiment cette idée de vouloir raconter une histoire dans le sens avec un début, un milieu, une fin. C'est-à-dire que ce sont comme. Rappelle-toi que quand il a commencé quand il a fondé Magnum et que les journaux ont commencé à dire voilà, on voit un reportage sur ça, il dit. Quoi ? Mais j'ai découvert ce truc du storytelling où, en fait, on est obligé de faire plusieurs photos de suite, comme raconter une histoire. Ah, mais alors, franchement, moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, chaque image doit être presque le résumé de toute l'histoire. Moi, faire un espèce de roman feuilleton, ça m'intéresse pas du tout. Oui, l'image est un constat et elle laisse libre cours. C'est ça qui est beau, hein. C'est une sorte de... C'est les deux à la fois et ça c'est fascinant parce que c'est le résultat de sa liberté, c'est peut-être l'une des rares, enfin en tout cas c'est assez rare hein, de pouvoir vivre de sa liberté finalement. Il en vit, c'est-à-dire que il a trouvé un mode de fonctionnement qui lui permette de créer, de sortir de la réalité. Il dit voilà, pour faire des photos il suffit de vivre en gros, hein, c'est ça qu'il dit. Donc ça veut dire beaucoup. Et ça veut dire, et aussi, je pense que quand il a commencé à devenir trop célèbre, et quand la photo a commencé à être vraiment très reconnue, avec des musées de la photo qui sont créés, des festivals de photos qui se sont créés, il a dit
Ah non, je ne vais pas me laisser avoir par la célébrité, ça ne m'intéresse pas parce que je vais être obligée de faire des tas de choses. Donc j'arrête la photo et je me remets à faire du dessin qui n'intéresse personne. Comme ça, je serai vraiment tranquille. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a arrêté. Parce qu'il a dit, jamais je me laisserai avoir au piège de la célébrité. Et aussi parce que les magazines voulaient des photos en couleur et qu'ils voulaient faire du noir et blanc. Ah, il ne voulait pas? De la couleur, non. Non. Alors, il a fait de la couleur, mais il en a quand même fait un peu. Et il a expressément demandé à ce qu'on ne montre jamais les négatifs. Donc, voilà, je crois qu'ils sont à la Fondation Cartier-Bresson, mais voilà, on ne peut pas les voir. Et je crois que jusqu'à présent, peu ou pas de gens ne les ont vus. Mais c'est vrai que c'est qu'à un moment de sa vie, et précisément quand il a fait cette sélection à la demande de John et Dominique de Ménil, avec qui il était très lié, il a pris un peu de temps, il a fait ce choix, et après, finalement, il s'est consacré plutôt à la mise en page, à la mise en œuvre. Voilà, que faire et c'est peut-être là que en fait, il a un peu dissocié le processus. C'est-à-dire qu'il a une première partie de sa vie, disons que, on va dire les 2/3 de sa vie, il a essentiellement photographié. Je crois même qu'au début, à partir de 47, quand il a fondé Magnum, il voyage de par le monde, en Inde, après l'Amérique, il part en Inde, en Chine, à Bali, il revient aux États-Unis, il va au Mexique, enfin il va partout. Il rentre assez peu chez lui, et en fait il envoie ses rouleaux, ses négatifs. C'est même pas lui qui les découvre. C'est simplement quand il rentre à Paris que voilà, il voit ses planches contact et il voit le résultat de son travail. Donc on comprend bien que finalement le processus de création, photographier, l'acte de photographier, prendre l'image, c'est un peu comme c'est ça qu'il voulait. Il était un peu comme un chasseur, en fait, avec un fusil, et il tirait. En fait, il guettait, on pouvait l'envoyer sur la Lune, qu'il aurait trouvé un truc intéressant à photographier. Il provoquait les événements sans le vouloir, vraiment. Est-ce que, de la même façon qu'il y a des négatifs qu'il n'est pas possible de voir parce qu'il l'a expressément interdit, est-ce qu'il y a des photographies d'Henri Cartier-Bresson auxquelles on ne peut pas accéder, et dont on a connaissance du fait qu'elles existent, mais qu'on ne pourrait pas encore voir ? Ah bah, oui, il y en a beaucoup, parce que là, des 385, c'est extrait de, je crois, à peu près entre 200 et 300 000 négatifs. Hein, donc il y a forcément énormément d'images que l'on n'a pas vues ou peu vues. Mais le travail du photographe, c'est certes prendre la photo, mais c'est aussi le travail de l'édition, choisir, savoir quoi ne pas montrer, en fait. C'est 50% du job. C'est-à-dire que et il faut respecter ça quelque part, parce que si on choisit une image, il y a une raison pour laquelle on l'a choisie, et donc ça, c'est vraiment en deuxième temps. C'est-à-dire que mais on aimerait quand même voir ce laboratoire des choix. On serait très curieux de voir quelles sont les images écartées. On ne peut pas regarder derrière la palissade. On n'a pas le droit. On aurait très envie de le faire, parce que combien de photos magnifiques doivent rester dans les cartons. Je ne sais pas, mais pour moi, j'ai pensé à ça. Cartier-Bresson a cet esprit qui ont les artistes primitifs, c'est-à-dire les artistes qui travaillent dans un art qui n'est pas prestigieux et qui pour ça ont une grande, énorme liberté, et qu'il veut travailler comme ça. C'est-à-dire, je pense par exemple, des arts qui ne sont pas prestigieux à ce moment, qui ne sont grands arts, qui travaillent sans responsabilité. Non, je pense par exemple au roman, c'est très clair, Cervantes. Il travaille à une absolue liberté parce que le roman n'est pas prestigieux. C'est-à-dire, Don Quixote n'est pas un livre prestigieux, c'est un livre populaire. C'est un livre pour les gens qui devient un best-seller et tout ça. J'ai dit toujours, Cervantes n'était, vous savez très bien que c'est comme, il voulait au commencement être prestigieux, de l'élite et tout ça, mais
il a compris que ça était impossible, que ça ne marchait pas et tout ça. Alors il a écrit, c'est lui qui est devenu un best-seller. J'ai dit toujours, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes professeur, mais Cervantes n'aurait pas jamais gagné le prix Cervantes aujourd'hui parce que il était, non, l'auteur de ces best-sellers et tout ça. Et on pense par exemple à John Ford. Il était un homme qui faisait des films. Aujourd'hui, on sait que c'est pour moi le plus grand, mais bon, un des plus grands de l'histoire du cinéma. Mais il travaillait avec cet esprit populaire, avec cet esprit. My name is John Ford, et j'ai fait des westerns. C'est tout. Et c'est un travail. Et cet esprit, je vois cette chose dans Cartier-Bresson, cette chose de d'avoir. Extrêmement juste. Vous pensez ça? Je pense que vous avez complètement raison. Il faisait une chose que, bon, oui, on parlait aujourd'hui, non, la photographie, mais la photographie n'était pas, à ce moment-là, ce qu'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il a plus de prestige, on a, non, des expositions, mais vous pouvez penser aux années 40 avec, on était, je crois, impossible de penser à une exposition de photographie, non, parce que c'était pas une art majeure comme Non, mais c'est vrai que Cartier-Bresson a été, dès les années 20, et la fin des années 20 et le début des années 30, quand il a exposé à New York chez Julien Lévy et même à Mexico avec Alvarez Bravo, qui était une de ses découvertes début de sa carrière, il a tout de suite compris que l'important pour un photographe, c'était la diffusion et l'exposition de son œuvre. Et il n'y a pas beaucoup de photographes dans les années 20 qui ont compris que ce qui resterait, ça serait les livres et les journaux, et pas des tirages. Et il a attaché une très grande importance au contrôle de ses livres dès le début. Et ça, c'était génial, parce qu'il a tout de suite compris ça. Il a agi comme un écrivain. Mais aussi peut-être parce que beaucoup d'écrivains, à cette époque-là, travaillaient dans des journaux, étaient proches du monde des expositions. Donc oui. Il y a sans doute aussi certainement. toute une signification des réseaux qui existent, des réseaux du monde culturel qui, notamment à Paris, dans les années 20, a certainement eu une influence sur sa conception de ce que pouvait être un photographe, de comment pouvait se faire connaître un photographe. Et il a dû se dire, parce qu'il était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, que même s'il investissait son talent dans un art mineur, il voulait en avoir un contrôle total. Comme il avait le contrôle du cadrage de ses images, du choix de ses images dans ses planches contact, la manière dont elles devaient être éditées, légendées, exposées, diffusées, et il voulait que c'était une partie de son œuvre. Et c'est pas je fais la photo et après elle vit sa vie, non. Parce qu'il savait qu'il était un artiste majeur, mais qui travaillait dans un genre, à ce moment-là, considéré mineur. Mais c'est exactement ce qui se passe avec John Ford ou avec les primitifs. Ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est important, mais la liberté de savoir que ce n'est pas... Non, il n'y a pas C'est-à-dire qu'il était dans un environnement, il fréquentait les surréalistes et finalement c'est très étanche. Hein. Le surréalisme a ouvert ses portes aux photographes, Brassailles, Claude Cahun. Il y a vraiment eu cette Sans compter le lien entre la dimension artistique et la dimension politique. Absolument. À travers des personnalités. Oui, parce que comme c'est un Louis projet qui rejoint, évidemment, il y a le côté politique, il y a le côté artistique. C'était un peu pour lui, en fait, ses premiers voyages, il les a faits en restant à Paris. Il a voyagé avec les surréalistes. Un monde de l'intérieur, c'est une sorte d'initiation qu'il a eue avec... alors, il en était pas... je crois qu'il les fréquentait beaucoup. Après, il n'en a pas été l'un des porte-parole. Mais ça a été pour lui, en tout cas... André Breton ne le laissait pas assez libre. Voilà. Mais en tout cas, il les fréquentait. Et pour lui, à mon avis, c'était un moyen.
après son baccalauréat, qu'il avait échoué. Non, mais justement, auquel il a échoué. Pour lui, la littérature, c'était le premier moyen de pouvoir s'échapper, de pouvoir voyager. Et puis ensuite, dans le cercle parisien, avec la photo, du coup, c'était devenu bien pratique. Et c'est ça ensuite, je crois qu'il lui a... D'ailleurs, il a fait son premier voyage avec Léonore Fini, en Espagne, en 1931 ou 32, en Italie, puis après ils sont allés en Espagne. Donc voilà, c'est par le surréalisme, c'est par la fréquentation en fait de ces artistes et de ces surréalistes qu'il a finalement commencé ses premiers voyages. Et je pense que la photographie, oui, c'était art mineur, art majeur, bon... Je crois que les gens s'en moquaient un peu. C'était surtout que techniquement, il y a eu quand même une révolution. L'arrivée du Leica en 1930, ça a quand même permis de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, on avait une caméra qui était quand même avec un soufflet, là, une chambre noire. Enfin, il a dit, parce que dans les premiers appareils portables, il y avait les Rolleiflex, mais tu sais, tu les mettais sur l'estomac. Il a dit, et le Leica, tu le vises avec l'œil. Il dit, moi, je fais des photos avec mon œil. L'appareil est le prolongement de mon œil. L'appareil est un prolongement. Et je ne photographie pas avec mon estomac. Je photographie avec mon œil. Et ce que je vois, c'est à la hauteur de mon œil. Donc le Rolleiflex, non. Le Leica, oui. Et ça coûtait cher. C'est son père. C'était bien le bon côté d'être un fils de famille. Son père lui a prêté l'argent pour acheter un Leica. Et voilà. Et il a annoncé d'ailleurs à son père qu'il voulait être photographe. Je crois même qu'il s'est fait accompagner de Max Ernst parce qu'après, peintre encore, passe encore, mais il a annoncé à son père qu'il voulait être photographe en présence de Max Ernst pour faire un peu plus sérieux, je crois. Et son père lui a dit qu'à condition qu'il fasse ça bien. Exactement. C'est un peu comme le père de Dali qui avait payé à son fils des études à Madrid à condition qu'il fasse la carrière de peintre. Donc je pense que Dali n'a pas fait les choses exactement comme son père l'imaginait, mais il était allé étudier la carrière de peintre à Madrid. Mais aussi, pour revenir à votre question de film, non? Et pas seulement par le fait qu'on a parlé de l'importance du film pour lui, du cinéma pour lui, mais aussi pour l'importance, il faut le dire, non? Tu as parlé de ça, de l'Espagne et de la guerre de l'Espagne. Et dans ce sens, ces films sont ces films et aussi les photos, parce que j'ai choisi des photos de l'Espagne, et toujours le respect, mais aussi le fait que la guerre de l'Espagne, pour lui, a été essentielle. Non? Pas seulement pour lui, mais pour beaucoup de gens. Bien sûr. Énormément d'artistes, d'écrivains, qui en allaient là et qui a été un bouleversement total. Parce que c'est aussi la grande utopie politique de son temps. Et ça le reste encore. C'est-à-dire que maintenant, 80 ans après la guerre d'Espagne, celle-ci constitue un point d'interrogation absolument extraordinaire et un laboratoire idéologique absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, il existe en Espagne aujourd'hui toute une littérature mémorielle qui est consacrée à la guerre et dont Javier Cercas est le précurseur, parce que ces romans, déjà il y a 20 ans, s'intéressaient à ce qu'a signifié la guerre, à comment réinterroger la guerre, avec notamment donc le Soldat de Salamine, le Monarque des Ombres dont on a parlé, mais aussi beaucoup de réflexions sur ce que la littérature peut apporter à la relecture de l'histoire, sur la place qu'ont les enfants et les petits-enfants dans la récupération d'une mémoire républicaine qui, comme vous le dites à juste titre, n'est pas... On dit mémoire historique, mais on devrait dire mémoire républicaine. Vous avez raison de le souligner. Donc, c'est vrai que là-dessus, vous êtes, Javier Cercas, un des plus importants auteurs qui a présidé à cette... qui a rendu possible cette réinterprétation de l'histoire à travers la littérature. Et maintenant, on voit énormément de romans, de jeunes romanciers, où non seulement on fait une relecture de l'histoire et de la guerre, mais on accompagne ces romans d'une bibliographie
on se fonde sur des images. Je pense par exemple à un livre comme celui de Eva Díaz Pérez, Le Club de la Memoria. Un des personnages est un photographe. Donc et il y a une bibliographie à la fin. Donc voilà, c'est toute une tendance pour les écrivains jeunes qui se situent derrière, dans le droit fil de cette relecture de l'histoire, de songer, de penser à partir de témoignages qui sont des témoignages photographiques pour beaucoup d'entre eux. Donc la photographie a aussi joué ce rôle de réveiller la mémoire, parce que ces existences fantomatiques des personnes qui nous regardent, qui sont morts, qui ne sont plus là et qui pourtant nous interrogent et nous obligent à créer chez les écrivains ce besoin de revenir à la guerre. C'est vrai. C'est vrai. Non, il faut dire une chose très évidente, mais peut-être il faut le dire, que pour les écrivains, les photographes, les intellectuels en général, pas espagnols, mais qui ont venu en Espagne pour faire la guerre, on peut pas énormément, non? Hemingway qui est venu comme un journaliste, je sais pas, non? Malraux, énormément d'écrivains. La guerre civile espagnole a été une chose très importante, non? Qui a changé sa vision du monde et qui en fait, parce que vous avez parlé de cette mythe, c'est vrai, cette utopie, c'est vrai. Mais en même temps, après coup, on a vu que c'était le premier acte, non, que faisait partie de la Seconde Guerre mondiale, non? C'était comme ça, non? Oui, c'est une sorte de prélude. Mais c'est vrai que les Américains étaient très impliqués, parce que l'un des trois films, c'est With Abraham Lincoln Brigade. Oui. C'est justement un film que Cartier-Bresson a fait pour justement venir en aide aux soldats américains qui avaient combattu auprès des républicains et pour les aider à les soigner, à les faire revenir et à les faire rentrer. Je crois même que c'est sous l'impulsion d'un autre photographe, Paul Strand, si je me trompe. Sylvie, il n'y a pas une histoire comme ça? Et c'est un film qui a longtemps disparu, qui a été retrouvé il y a relativement peu de temps. Oui, mais c'est certain que avoir eu l'idée de montrer ces trois films dans votre exposition, c'est formidable parce que le public français ne les voit jamais. Je pense que c'est une redécouverte, ça va être important pour tout le monde de pouvoir regarder. Oui, parce que ces films sont montrés, hein, on a fait le choix de ne pas montrer des extraits, hein, donc on les voit vraiment en entier. En entier, on peut rester devant. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que lorsque l'on parcourt l'exposition, on a cette présence, parce qu'on a quand même l'ombre, ce jeu d'ombre et de lumière qui se projette très légèrement sur les murs. Donc on sent la présence, et puis il y a du son aussi. Donc le son accompagne un peu, mais sans vraiment qu'il soit trop présent. Et je trouve que ça crée une dimension assez étonnante. C'est assez étonnant. En fait, le choix de l'écrivain, en fait, c'est celui... En fait, l'essai mis à part, en fait, il n'a rien écrit. Il y a des citations qui sont empruntées à des auteurs. Et en fait, c'est assez beau parce qu'il y a ces films avec ces images qui bougent. Cette juxtaposition, c'est comme une sorte de storyboard dans lequel il n'y aurait pas vraiment d'histoire et qui laisse vraiment le spectateur... Voilà, il le laisse... le soin de faire ses propres analogies, d'associer ou pas les images, parce qu'on peut assez facilement, sur des sections, dire ah bah oui, là il y a quelque chose. Ah là on a l'impression que cette image est toute seule. Puis après on repart dans une autre association. Mais il n'y a aucune indication. Et j'ai trouvé ça très beau, et ce paradoxe finalement du fait que l'écrivain est celui qui a écrit le moins dans son exposition. Il n'a même pas écrit le moins, il n'a pas du tout écrit. Alors que tous les autres ont écrit même un petit peu. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort. Je voudrais insister une chose. Les films sont intéressants par eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ne sont pas seulement intéressants parce que c'est Cartier-Bresson, par eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de films de propagande, vous savez très bien, sur la guerre civile, pour aider la République, tout ça, aussi de l'autre côté, du côté franquiste. Mais ce qui fait la différence, pour moi, dans le film de Cartier-Bresson, c'est aussi la même chose qu'on voit dans ces photos. Le respect. Il n'y a pas de propagande dans le sens au manichéisme, non? C'est très logique et très
habituel dans ce genre de film. Non? Ici, il n'y a pas rien de ça. Il montre avec un grand respect pour les gens qui sont là. Ils sont vraiment, pour moi, c'était une des grandes surprises de cette exposition. Pour moi, pour voir ça, je ne savais pas. Vous disiez en France, je crois que personne ne sait que ça existe. Non? Je crois qu'il joue le jour d'après, c'est-à-dire qu'il est parfaitement conscient que la situation est très défavorable aux Républicains, donc il sent venir. Ils sent venir ce qui va se passer. Ils sent venir la déroute des Républicains en France. Et les conditions d'accueil des Républicains en France, elles ont été terribles. Elles ont été terribles. Elles ont été bien sûr dénoncées par des intellectuels français qui se sont indignés de l'arrivée de ces Espagnols dans les camps. Mais il a fallu attendre les années 90 et des recherches importantes qui ont été faites en France. Je pense par exemple au livre de Geneviève Dreyfus-Armand sur les républicains espagnols et les camps français d'internement pour que l'on sache ce qui s'est vraiment passé. Donc à mon avis, là, Cartier-Bresson, il essayait aussi de susciter l'émotion des Français qui pouvaient voir ces films pour attirer leur attention et leur demander leur solidarité avec les républicains espagnols. Oui, c'est aussi ce qui fait qu'on n'est plus dans une sorte de défense de la République, mais dans une défense de ces personnes qui ont perdu la guerre. L'émotion, elle est différente. Il faut dire aussi que à ce moment-là, c'était très difficile, non? C'est-à-dire, c'était la première crise humanitaire, on peut dire, non? C'est-à-dire je ne sais pas, centaines de milliers de personnes qui croisent la frontière à ce moment-là. Et effectivement, en France, c'était... il n'y avait pas de précédent. Il n'y avait pas de précédent. Alors les gens étaient très... non, ils avaient peur. Et oui, ces Espagnols qui étaient rouges et qui avaient fait la guerre. Alors, en certains... Je ne dis pas... Mais c'est logique, la peur. C'est logique, les gens qui connaissaient la guerre, comme Cartier-Bresson, qui étaient là, voulaient faire cet effort de montrer pourquoi ces gens étaient pauvres, voulaient croiser la frontière, mais les Français qui étaient à l'autre côté, c'est normal cette réaction. Il n'y avait pas cette conscience d'aujourd'hui d'une grande crise humanitaire, même n'existait pas cette chose. Oui, le souvenir que beaucoup d'Espagnols ont de ces moments terribles et de la mauvaise réception, surtout au commencement de la France, c'est terrible, mais c'est logique, il faut comprendre ce moment-là, je crois. Bon, je pense qu'on a un peu tout dit. Est-ce qu'il y aurait des choses à rajouter? Peut-être dire que le dernier roman de Javier Cercas, Terra Alta, qui est merveilleux, et qui est donc un roman, un polar, parce que vous avez écrit, vous êtes vraiment un écrivain d'une très grande versatilité, vous avez écrit des genres différents, et Terra Alta vient de paraître en traduction française la semaine dernière. Alors c'est un roman magnifique, et dans ce roman notamment on a un personnage qui est un petit peu comme vous, puisqu'il apprend à lire Les Misérables alors qu'il ne sait pas lire en français. Ce personnage, il s'appelle Melchior. C'est le futur policier qui sera le détective de ce roman et aussi du suivant. Et donc Melchior, il est tout jeune, il est en prison. Et là, il rencontre le bibliothécaire de la prison, le français. Et le français lui fait lire Les Misérables. Mais Les Misérables sont en français, mais je ne sais pas le français. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et donc, il apprend le français en lisant Les Misérables. Et puis, finalement, on comprend le français, même s'il ne comprend pas tout. Donc, voilà, c'est un petit peu comme... Je ne sais pas s'il est un peu comme Jacobson, comme vous disiez au début. Peut-être. On peut finir comme ça. En tout cas, dans Terra Alta, on trouvera un vibrant hommage à Victor Hugo, puisque Les Misérables sont présents au cours de ce roman. Donc le lecteur francophone sera en pays de connaissance. Voilà, on a commencé avec Flaubert, on termine avec Victor Hugo, donc je pense que c'est une bonne note de fin. Merci à tous. Cartier-Bresson aurait été très content. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.
Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.